Alors pendant longtemps, jusqu'à ce que Fourniret soit réellement mis en cause, je me suis bien sûr demandé, ça a duré des années, si on avait fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on savait faire, on ne pouvait pas, en partant d'Estelle Mouzin, arriver vers Fourniret. Ce n'est que quand Fourniret a raté son enlèvement en Belgique, qu'une de ses victimes a réussi à s'enfuir et à faire interpeller Fourniret, qu'on pouvait faire le rapport, mais ça a été très long et très compliqué, entre Fourniret et Guermantes, Fourniret et Estelle Mouzin. Partant d'Estelle, on ne pouvait pas arriver à Fourniret. Bonjour Jean-Marc Bollec, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes un ancien commissaire de police, vous étiez patron de la BRI de Paris et vous avez été directeur de la police judiciaire de Versailles. Vous avez publié plusieurs livres sur différentes affaires criminelles que vous avez suivies et également un livre intitulé « Des deux côtés du miroir » où vous racontez votre parcours dans cette carrière. Est-ce que justement pour commencer, vous pouvez nous raconter un peu les grandes étapes de votre carrière dans la police ? Oh bah écoutez, ça a commencé au siècle dernier. Je suis rentré dans la police en 1970, le 7 juillet 1977, 7-7. C'est pas OSS 77, mais enfin, bref. Je suis rentré un peu par accident, par hasard. Je savais pas du tout quoi faire. J'étais étudiant à la fois en psychologie et en droit. Et puis on m'a dit, la police recrute des OPA contractuels. Il n'y a pas besoin de passer de concours, rien du tout. J'ai rempli un dossier. Et 15 jours après, me voilà devenu OPA contractuel. On me donne un flingue, une paire de menottes, un indicateur des rues de Paris, ça existe depuis longtemps. Et on me dit que ton commissariat d'affectation, c'est Montreuil-sous-Bois. Je suis arrivé à Montreuil-sous-Bois avec ce flingue, cette paire de menottes, et je suis tombé sur un patron qui était gentil, mais un peu étonné de me voir arriver, on l'avait même pas prévenu. Il m'a demandé, vous savez faire quoi? Je lui dis rien. Et il m'a dit, mais le premier mot d'accueil que j'ai eu dans ce métier, c'est, mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Ça a commencé comme ça. Mon métier a commencé comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Et puis finalement, dans ce commissariat où on voyait beaucoup de monde passer, je me suis rendu compte que c'était un métier passionnant, pas parce que on est un cow-boy et on attrape des voleurs sans arrêt, non, parce que c'est un métier humain. J'ai vu des gens j'avais 22 ans, 23 ans à l'époque, j'ai vu des gens qui avaient 45 ans, qui sont venus me dire, on peut pas rentrer chez nous, notre fils qui a 17 ans nous bat. Et ça, je connaissais pas ce genre de situation. Dans ma famille, c'est pas comme ça que les choses se passent, bien heureusement. Je me suis rendu compte que c'était à moi, avec d'autres, avec des magistrats, avec des institutions sociales, c'était à nous de régler ce problème. Et que finalement, la police, elle était là pour régler un tas de problèmes sociaux qui se posent au quotidien, plein de fois par jour. La médecine, elle règle des problèmes médicaux. Les hôpitaux sont ouverts 24 heures sur 24. La police, elle est aussi ouverte 24 heures sur 24. Et elle règle des problèmes sociaux en permanence. Puis après, j'ai eu ma première enquête d'essai. C'était un malheureux type qui était passé sous le métro. Et on se demande, est-ce qu'il a été poussé? Est-ce qu'il a eu un malaise? Est-ce que c'est volontaire, involontaire? Il y a un tas de questions qui se posent. Il n'y avait pas de caméra à l'époque. Donc, il faut faire une enquête. Il faut entendre des gens. Qui a vu quoi? Qui a entendu quoi? Est-ce que vous savez quelque chose? C'est un métier où il faut être curieux, où il faut s'adapter à toutes les situations. C'est ce qui m'a plu tout de suite dans ce métier. Donc, je suis resté OPA contractuel pendant 2 ou 3 ans, je crois. Et puis, j'ai passé le concours dans un premier temps d'inspecteur de police, parce que ça existait à l'époque, les inspecteurs de police. Et puis ensuite, en 1975, le concours de commissaire de police. Et c'est à partir de 1975 que j'étais commissaire de police et que j'ai dirigé un certain nombre de services, toujours à Paris et dans la région parisienne, parce que je suis un pur Parisien, je suis né à la Bastille. D'accord. Et donc, vous arrivez à la BRI de Paris? Alors, j'arrive pas tout de suite à la BRI. Je suis d'abord patron d'un commissariat dans le 12e arrondissement, à Bel-Air, et puis je suis dans un cabinet de délégation judiciaire. Enfin, ensuite, une brigade territoriale. Je suis sous-chef d'une brigade territoriale dans le Val-de-Marne. Et puis, en 1981, il y a le célèbre commissaire Broussard, à l'époque, qui était très célèbre, puisqu'il venait d'arrêter Mesrine, de neutraliser Mesrine, qui me dit, voilà, je cherche un adjoint. J'ai convoqué un certain nombre de tes collègues et toi, parce que je cherche un adjoint. Mon adjoint actuel, René Georges Kéry, va partir pour d'autres destinées, d'autres horizons. Et puis, après cet entretien, il a fait que
que Broussard m'a dit, écoute, c'est toi que j'ai sélectionné pour devenir mon adjoint. Me voilà devenu l'adjoint du célèbre commissaire Robert Broussard en 1981, sous-chef de la brigade de recherche et d'intervention. Cette brigade exceptionnelle qui à l'époque faisait beaucoup de flagrants délits, des flagrants délits de braquage, de vol à main armée, puisque le vol à main armée était une grande occupation, un grand moyen de gagner sa vie pour les malfaiteurs. Il y avait de l'argent liquide dans les banques à cette époque-là, il y avait des guichets, il y avait de l'argent liquide. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc les malfaiteurs, après des repérages, allaient braquer les banques. Il y avait des après-midi où il y avait, 15 ou 20 braquages à Paris et dans la région parisienne. C'était un sport national. C'était le truc le plus répandu pour les malfaiteurs. Donc voilà, on traque les malfaiteurs. C'est passionnant. On les suit pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines des fois, voire sans être vus. On voit leurs habitudes, on les voit voler une voiture, on les voit se réunir, on les voit faire des repérages, etc., jusqu'au moment où ils passent à l'acte. Et c'est au moment où ils passent à l'acte qu'on les interpelle. On les interpelle avec l'argent, les armes, si bien qu'en garde à vue, ils n'ont plus grand-chose à dire. Ils sont faits en flagrant délit. C'est une manière, pour les magistrats, c'est plus confortable pour les juger, parce qu'il y a des éléments de preuve qui sont incontestables quelque part. Et puis le hasard encore a voulu qu'au bout de 1 an et demi, le commissaire Broussard, mon patron, quitte la BRI. Il a été nommé conseiller technique chez le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Gaston Defferre. Et me voilà donc chef par intérim de la BRI. J'étais encore assez jeune, j'étais jeune commissaire principal. Et l'histoire a voulu que la BRI change un peu de destinée, puisqu'elle j'étais donc un service spécialisé dans les malfaiteurs, le banditisme organisé. Et dans ces années 81, 82, 83, une loi d'amnistie avait fait que les terroristes d'action directe qui avaient été interpellés dans les années 79 ont été libérés. Et Rouillant, Ménigon, Schleicher, Joël Aubron, tout ça, c'est ancien bien sûr, se sont retrouvés dehors. Et contrairement à ce que certains pensaient, ils ont poursuivi leurs actions terroristes en plaçant des bombes devant des objectifs essentiellement de l'OTAN. Et puis, ils sont montés d'un cran en commettant des assassinats. Et la BRI était à l'époque le seul service capable de suivre ces gens-là, d'essayer de les retrouver pour les arrêter dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Donc on a été chargé de cette mission, qui n'était pas notre mission première et à laquelle il a fallu qu'on s'adapte. Ça n'a pas été si facile. Et donc vous parliez donc au début de votre carrière dans la BRI que il y avait beaucoup de braquages et c'était un peu votre principale mission à la Absolument. BRI. Est-ce que vous avez une anecdote d'un braquage qui vous a marqué particulièrement? Tous les braquages sont marquants. J'en ai un dont je me souviens parce qu'il y a toujours, vous savez, dans les trucs les plus tragiques, il y a toujours souvent quelque chose de comique en même temps. C'est une équipe de braqueurs, de beaux voyous, comme on disait à l'époque, de beaux braqueurs, qui s'en étaient pris à un établissement parisien. C'était les Grandes Laiteries de Paris, je crois. C'était dans le 13e arrondissement. Ou les Grands Moulins de Paris, plus exactement. Les Grands Moulins de Paris, dans le 13e arrondissement, il y avait de l'argent liquide, puisque les paies se faisaient en liquide, la paie du personnel, etc., se faisait en argent liquide. Donc, ils braquent c'était la paie du personnel, puis on les voit braquer, on les laisse faire, et quelques centaines de mètres après, on les interpelle. On interpelle toujours de manière assez rapide. Il faut que ça soit efficace, rapide, parce que c'est des gens armés. On est dans la rue, il y a des passants, il y a d'autres voitures qui circulent, donc il ne faut pas qu'ils aient le temps de s'apercevoir qu'ils sont arrêtés. Quand ils sont dans le caniveau quelque part, qu'ils se rendent compte quand ils sont extraits de la voiture, qu'ils sont interpellés. Là, en interpellant un, il avait une perruque. Son surnom, c'était d'ailleurs Jackie Moumout perruque. Et la perruque reste dans les bras de celui qui l'interpelle, dans la main de celui qui l'interpelle. Et puis, comme il a voulu résister un peu, il a eu un coup de crosse sur la tête et il s'est mis à saigner du crâne. Mais saigner, ça saigne pas mal, c'est assez impressionnant. Il était donc sur le trottoir, la perruque d'un côté et le crâne sanguinolent sur le trottoir, il saignait. Et une passante qui promenait son chien s'est mis à dire, ils l'ont scalpé. Voilà, on l'avait pas scalpé du tout, le malheureux. Le SAMU est intervenu, 3 points de suture et c'était terminé. Voilà, il se passe souvent des
des choses assez inattendues. La BRI, elle s'occupait aussi à l'époque, elle s'occupe toujours d'ailleurs, des affaires de prise d'otages. Oui. Et je me souviens d'une prise d'otages au consulat de Turquie, où il y avait 60 otages, 4 preneurs d'otages, des explosifs. C'était l'Azala, c'était les Arméniens contre les Turcs. Hein. D'accord. Et les tireurs au fusil, parce qu'on place toujours des tireurs au fusil en face de l'objectif, etc., sont dans une pièce, je les vois dans une pièce, et il y a des jeunes femmes derrière eux, qui ont les fusils à lunettes, les cagoules, etc., et derrière eux, il y a des jeunes femmes qui tressent des couronnes, qui font des couronnes avec des fleurs. Je leur demande, vous êtes où, là, vous êtes situé où, qu'est-ce que vous faites? Elles tressent des couronnes mortuaires. Ah oui, d'accord, ça met dans l'ambiance, quoi. Enfin, on a l'impression que, oui, le ton est donné. Voilà. Effectivement. Et ensuite, vous devenez, bon, pareil, j'imagine que ça s'est pas fait comme ça, mais directeur de la police judiciaire de Versailles. Alors, ça s'est pas passé d'un seul coup, comme ça. Comment vous passez de l'un à l'autre? J'ai quitté une première fois la BRI. J'étais adjoint de la BRI, adjoint donc de Brossard. J'ai fait l'intérim de service pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été nommé chef d'une division de police judiciaire dans Paris, la 6e division de police judiciaire qui n'existe plus. J'ai été ensuite chef de la BRB, la brigade de recherche de répression du banditisme, et puis encore une division de police judiciaire, la 4e, et puis à nouveau chef de la BRI, là de 79, oui, jusqu'en, non pas 79, je dis une connerie là, de 90 à 97, j'ai été chef de la BRI, chef à plein titre, avec des adjoints là. Donc là encore, j'ai repris ce service. Ensuite, j'étais chef d'état-major de la police judiciaire à Paris. Et après, j'étais nommé directeur de la célèbre PJ Versailles, qui est une direction de police judiciaire qui couvre toute la grande couronne parisienne. À l'époque, c'était 6 départements, 4 départements de la grande couronne, plus l'Eure-et-Loire et Lyon. Ça faisait 12 millions d'habitants à peu près. D'accord. Et donc, à ce moment-là, quelle mission vous avez, quelle sorte d'affaires vous avez La PJ Versailles, elle s'occupe de tout ce qui est moyen et grand banditisme sur toute cette grande couronne parisienne. C'est-à-dire aussi bien des affaires financières, des trafics de stupes, des vols d'armes armées, il y en a encore, de tout, des homicides, bien sûr. Il y a une brigade criminelle qui prenait 80 à 90 affaires d'homicides par an. Toute la grande délinquance, toute la moyenne et la grande délinquance, c'est-à-dire, c'était entre 7 et 8 000 affaires importantes par an. C'est un gros service. Il y a 400 enquêteurs, 150 personnels administratifs, et qui travaillent sur une zone, toute cette grande couronne parisienne, c'est une zone très agitée où il se passe beaucoup de choses, avec une population très mobile qui va de Paris en banlieue, etc. Ça bouge beaucoup. C'est souvent des gens déracinés qui habitent là parce qu'il y a du travail là, parce qu'il y a de l'activité, mais c'est pas leur région d'origine. Donc c'est une population des fois un peu difficile, bien sûr. Il y a des cités difficiles, il se passe un tas de choses. C'est vraiment... c'est tous les jours. Il se passe des choses tous les jours et plusieurs fois par jour. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez une très grande carrière et j'imagine que beaucoup d'affaires vous ont marqué. Toutes. Toutes. Et je me souviens pas de toutes, mais elles sont toutes marquantes parce que c'est des affaires humaines. Oui. Est-ce qu'il y en a une en particulier dont vous voudriez nous parler Alors, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont marqué. Vous savez, c'est un métier qui est pas neutre du tout. Bien sûr. C'est un métier, quand on se lève le matin, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans la journée. Quand on dort la nuit, on ne sait pas du tout ce qui va se passer la nuit. On peut être appelé à 3 heures du matin, on peut être appelé à 6 heures du matin. Et tout ça, c'est pour des histoires graves, c'est des histoires sérieuses, c'est des histoires qui sont hors du commun. Un jour, c'est chez les clochards, un jour, c'est chez un ministre, etc. Et on change de milieu social à longueur de temps. Alors, des affaires marquantes, il y en a beaucoup. Mais je peux vous en citer quelques-unes. Il y a bien sûr celle qui m'a peut-être le plus marqué, c'est une des dernières, c'est la dernière que j'ai eu à traiter. C'est la disparition d'Estelle Mouzin, petite fille de 10 ans, qui sort de l'école à 18 heures, dans à Guermantes, une commune de la région parisienne, dans la Seine-et-Marne. Elle sort à 18 heures, comme tous les jours. Normalement, elle arrive chez elle vers 18h30. Et puis à 18h30, elle est pas chez elle.
Puis à 19h non plus. Puis à 20h non plus. Sa maman commence à s'inquiéter à 20h, 20h30. La police locale fait un tas de recherches, ne la trouve pas. On est saisi le lendemain. La police judiciaire de Versailles est saisie le lendemain. On met en œuvre des moyens assez exceptionnels, je crois, pour essayer de la retrouver, pour essayer de trouver quelque chose. Et puis, ma foi, le temps passe et on ne trouve strictement rien. Rien. On a beau lancer des appels dans la presse, on a beau faire une perquisition dans toute la ville de Guermantes, c'est-à-dire perquisitionner à peu près 2500 à 3000 personnes. On fait des recherches, on demande à Interpol de faire des recherches auprès de tous les satellites qui pouvaient survoler cet endroit-là pour voir s'il n'y a pas une photo satellite d'une voiture, de quelque chose, on ne sait pas. On fait vider un dépôt d'ordures entier pour voir si on ne trouve pas le cartable de cette petite fille ou son écharpe. Bref, on fait des recherches assez phénoménales, on interpelle beaucoup de gens. On reçoit des messages, on reçoit un appel téléphonique notamment. Quelqu'un qui nous dit c'est moi qui l'ai enlevé, c'est moi. On localise cet appel téléphonique, ça vient du sud de la France, ça vient de la région de Montpellier. On interpelle l'auteur de cet appel téléphonique. En fait, il n'a rien à voir dans cette affaire, il n'a rien trouvé de mieux que d'inventer ça. Et bien sûr, il sera jugé, il sera incarcéré. On trouve la trace d'un homme qui est allé ce jeudi soir-là, c'était un jeudi soir, d'hôpitaux en hôpitaux, d'hôpitaux psychiatriques en hôpitaux psychiatriques dans la région parisienne en disant « La petite fille est morte, la petite fille est morte ». En fait, on arrive à l'interpeller, c'est un SDF, on le retrouve dans le nord de la France. C'est sa fille à lui qui est morte. Elle est morte d'une maladie, elle est morte de façon naturelle. Il n'a rien à voir avec la disparition d'Estelle Mouzin. Ce n'est que plus tard qu'apparaîtra dans cette affaire Fourniret, mais là j'ai déjà quitté la PJ Versailles, je n'y suis plus, et Fourniret apparaît petit à petit. Il semble il apparaît qu'il est très probablement, très vraisemblablement, et même sûrement pour moi, l'auteur de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle Mouzin. Alors pendant longtemps, jusqu'à ce que Fourniret soit réellement mis en cause, je me suis bien sûr demandé, ça a duré des années, si on avait fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on savait faire, est-ce qu'on était passé à côté de quelque chose ou pas. Et puis ma foi, quand j'ai su que c'était Fourniret, j'ai bien vu que pendant l'époque, en tout cas où j'étais à Versailles, on ne pouvait pas, en partant d'Estelle Mouzin, arriver vers Fourniret. Ce n'est que quand Fourniret a raté son enlèvement en Belgique, qu'une de ses victimes a réussi à s'enfuir, et à faire interpeller Fourniret, qu'on pouvait faire le rapport, mais ça a été très long et très compliqué, entre Fourniret et Guermantes, Fourniret et Estelle Mouzin. En partant d'Estelle, on ne pouvait pas arriver à Fourniret. Donc quelque part, moralement, je me suis dit, ça va, on n'est pas passé à côté de quelque chose d'énorme, on n'a pas loupé quelque chose d'énorme, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on n'avait aucune chance de retrouver Estelle vivante, donc ma foi, moralement pour moi, c'est pas une satisfaction, c'est pas ça du tout, mais j'ai pas fait une erreur monstrueuse, voilà. Donc à l'époque où vous étiez à la PJ de Versailles, la piste Fourniret avait déjà quand même été évoquée ou pas du tout? Alors quand j'étais à la PJ Versailles, pas du tout. Ouais. Moi j'étais au tout début, j'étais là au début en janvier, et je suis parti en mars. Et Fourniret apparaît dans des affaires d'enlèvement en juin, si vous voulez, donc plus tard, ouais. D'accord. Et oui, je voulais notamment vous parler de la disparition d'Estelle Mouzin, parce que récemment, l'État a été condamné pour faute lourde. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation du coup? Alors, je n'ai rien à penser d'une décision de justice. Bien sûr. La décision de justice s'impose à tous les citoyens, et encore plus à moi qui ai été policier. Oui. Alors, que l'État a été condamné, je le comprends très bien. Il faut bien comprendre, c'est l'État qui a été condamné. Oui. C'est pas la police, c'est pas tel ou tel policier, c'est pas ça. Il n'y a pas de reproche individuel qui ait été fait à qui que ce soit. Ce que l'État dit, et l'État a raison de le dire, c'est qu'il y a 10 magistrats instructeurs qui se sont succédés dans cette affaire. 10 magistrats instructeurs, je sais pas si vous vous rendez compte. Un juge d'instruction, il reçoit des dossiers quasiment tous les jours. Il a, bon an, mal an, 200 affaires à traiter dans son cabinet. Quand on hérite d'une affaire telle que celle de la disparition d'Estelle Mouzin, c'est une procédure qui tient dans 2 placards énormes. Il y a des milliers et des milliers de feuillets. Il y a eu des investigations faites dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il n'y a
Il n'y a pas de moyens, on n'a pas les mêmes moyens entre la police et la justice, on code pas les feuillets de la même manière, on n'a pas les mêmes systèmes informatiques, donc on peut pas faire de synthèse commune, on peut pas faire de synthèse entre ce que la police a fait et ce que le juge a fait. Donc pour les juges qui arrivent, ils ouvrent le placard et de temps en temps ils se disent bon, on verra demain. J'ai une affaire là qui vient de tomber, je vais m'occuper de celle-là. Il y a des gens incarcérés, il faut que je renouvelle des mandats etc. Donc il a son quotidien et puis il rouvre le placard, il voit le dossier, il essaie de rentrer dans ce dossier, mais c'est très compliqué. C'est vrai que dans ces affaires, jusqu'à la création de ce pôle Cold Case, qui est à Nanterre, les juges d'instruction et les services de police, les services d'enquête, étaient quand même très désarmés face à des affaires monstrueuses qui souvent sont des affaires où il n'y a pas de lien préexistant entre la victime et son auteur. Vous savez, dans une enquête criminelle, on travaille sur la victime, et c'est la victime qui, par la main, quelque part, nous emmène vers l'auteur, à travers la police technique et scientifique, puis à travers sa vie, à travers ses amours, à travers sa vie. On va vers l'auteur. Quand il s'agit de tueurs en série, il n'y a pas de lien préexistant entre l'auteur et la victime. C'est des crimes d'opportunité. C'est un homme qui croise par hasard, parce que c'est bien souvent des hommes, qui croise par hasard sa victime. Et là, on peut travailler sur le passé de la victime, on trouvera rien du tout. C'est pas comme ça. Il faut travailler sur l'auteur, une fois qu'il est identifié, pour voir si son chemin n'a pas croisé celui d'un certain nombre de personnes qui ont disparu ou qui ont été tuées dans des circonstances qui n'ont pas permis d'identifier l'auteur. Donc, vous parlez des tueurs en série. Vous avez déjà eu affaire à d'autres tueurs en série, oui. Notamment Thierry Paulin. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Vous êtes très bien renseigné. Oui, alors j'étais à la BRB à l'époque. C'était en 86 ou 87. Thierry Paulin sévissait depuis 83, je crois. C'est la brigade criminelle de Paris qui était saisie de 18 affaires. 18 affaires d'homicide concernant des femmes âgées, toujours avec un procédé un peu le même, intrusion dans l'appartement, visiblement sans que la porte soit fracturée, et puis les victimes étaient dépouillées de leur argent, mais c'était pas des grosses sommes d'argent, elles étaient bien souvent étranglées, et puis on les retrouvait avec un oreiller sur la tête, ou quelque chose sur la tête, qui camouflait leur visage. En 86, oui, 87, le parquet de Paris, c'était une substitute du parquet de Paris qui s'appelait Madame Gouineau, dit je vais saisir la BRB. C'était la 19e victime. Je ne sais pas pourquoi. Madame Gouineau dit je saisis la BRB, pas la brigade criminelle. Les 18 affaires précédentes, c'est la crime, et cette 19e affaire, la BRB. C'était la veuve Germont, la victime. Veuve Germont, dans le 14e arrondissement, rue d'Alésia. On fait des constatations dans cet appartement. On trouve rien de particulier, pas d'empreinte digitale. C'est comme dans toutes les affaires précédentes, les 18 affaires précédentes. Cette malheureuse femme, on lui a piqué ses 2-3 sous qu'elle revenait du marché. Elle s'est fait dépouiller de quelques dizaines, il n'y a pas beaucoup d'argent, hein. Et puis elle a un oreiller sur la tête, elle est morte étranglée avec un oreiller sur la tête. Bon, l'enquête donne pas grand-chose. C'est le lendemain ou le surlendemain qu'un de mes informateurs, parce qu'on a des informateurs dans la police, qu'un de mes informateurs m'appelle. En disant, écoute, j'ai vu dans le journal qu'il y a une dame qui a été tuée dans le 14e arrondissement. Il faudrait que je te voie. Je vais le voir, on se voit dans un bistrot, hein, puisque c'est un peu comme ça que les choses se passent. Il me dit, hier, j'étais à Alésia, j'étais rue d'Alésia. Le type, c'était un cambrioleur, en fait. Mon informateur, c'était un cambrioleur. D'accord. Il dit, j'étais rue d'Alésia, puis à un moment, j'ai cru voir un concurrent à moi, un autre cambrioleur. Parce qu'il s'intéressait, il suivait des gens, etc. Et puis, je l'ai vu rentrer derrière une vieille dame, à l'adresse où il y a eu le meurtre. Moi, je me suis tiré en me disant, il va se passer quelque chose, les flics sont arrivés, moi je reste pas dans le quartier, je m'en vais. Et puis, mais je l'ai bien vu, le type qui suivait cette vieille dame, je l'ai bien vu. Il me raconte, il me dit, c'était un Antillais avec des cheveux blonds. Alors, un Antillais avec des cheveux blonds, il n'a pas tellement, c'est pas répandu, il me le décrit assez bien, sa taille, 1m75, etc., jeune, 30-35 ans, ils ont fait un portrait robot. Elle me dit non, moi je veux pas apparaître du tout, rien du tout, tu te débrouilles avec ça.
au revoir. Bon, donc je diffuse ce signalement qui m'avait donné à tous les commissariats de Paris et de banlieue, et le hasard veut que 3 jours après, ou 2 jours après, un de mes collègues, en revenant de déjeuner, croise un Antillais, blond, d'1m75, etc., etc. Il dit, par ici, monsieur, j'aurais besoin de vous voir. Il l'emmène dans son commissariat. Il discute un peu avec lui. Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un type qui ressemble à la description que tu nous as envoyée de l'agresseur des vieilles dames, des dames âgées. J'envoie deux gars de la BRB le chercher. On le ramène au 36, on le ramène à la BRB. Je l'envoie à l'identité judiciaire, c'est la police technique et scientifique. On prend ses empreintes, et ces empreintes correspondent exactement à celles qui avaient été relevées sur 2 affaires d'homicide précédents. J'avais donc en face de moi le tueur des vieilles dames de l'Est parisien, avec quasiment aucune enquête, enfin avec un renseignement d'un informateur. On était arrivé à l'identifier en 3 jours, alors que la mère criminelle travaillait depuis des années sur lui. Je l'ai entendu toute une après-midi. Il m'a tout raconté. Il m'a raconté les plus de 19 homicides d'ailleurs. Il m'en a parlé de 21 homicides. Il y a donc probablement 2 homicides qui sont passés à la trappe, qui sont passés pour des morts naturelles. En me disant des trucs, bah, tu sais, c'était des femmes âgées, de toute façon, elles allaient mourir, c'est pas très grave ce que j'ai fait, etc., etc. Enfin, bref, il essayait de diminuer sa responsabilité morale. Mais il me racontait ça et aucune empathie. C'est un type qui n'avait aucune empathie. Il aurait pu me raconter qu'il était allé promener son chien, qu'il avait acheté 2 baguettes de pain, ça aurait été pareil. Il n'avait pas de sentiment, il n'avait pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de très très grave. L'homicide, c'est ce qui est le plus grave, tuer quelqu'un. Non, c'était assez neutre pour lui. Voilà, alors bien sûr, ça marque ces affaires-là, d'autant que on s'est aperçu après l'avoir identifié, mais que ces empreintes digitales existaient. On avait dans un fichier qui était à Toulouse, parce qu'il avait été incarcéré à Toulouse entre 2 vagues d'homicides qu'il avait commis à Paris. Donc on aurait pu l'identifier avant, on aurait pu éviter probablement le meurtre d'une dizaine de vieilles dames si on avait eu un fichier centralisé des empreintes digitales. Et c'est précisément, en partie, grâce à cette affaire qu'a été créé l'année d'après le fichier automatisé des empreintes digitales, le fichier national automatisé des empreintes digitales, qui maintenant regroupe toutes les empreintes digitales prises par la gendarmerie, par la police nationale, etc. Voilà. D'accord. Donc des échecs quelque part, ça crée aussi les progrès. On améliore nos systèmes à partir de certains échecs, oui. Je reviens à ce que vous disiez sur cet interrogatoire avec Thierry Paulin. Vous disiez au début justement de cette interview que c'était un métier très humain et que, enfin, là ça devait être extrêmement perturbant d'avoir quelqu'un en face de soi qui du coup ne montre pas d'humanité finalement, quoi. C'est effectivement très très perturbant. Je vous dis, quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit à ma femme, mais sans penser à ce que je disais, mais c'était instinctif. Bon, il est plutôt sympa ce gars-là. C'est hallucinant. Elle me dit, bon, t'es devenu un peu fou. Oui, probablement. Mais c'est vrai que nous, notre objectif, quand on a quelqu'un en garde à vue, c'est pas de le juger, c'est pas de lui dire c'est bien, c'est mal ce que t'as fait. C'est pas ça du tout. Sans ça, on n'obtiendra rien du tout. C'est d'essayer d'en savoir le maximum. Donc, on rentre quelque part dans son jeu. Oui, on opine du chef, on dit oui, continue, ah ouais, c'est intéressant ce que tu me dis, ah ouais, etc. Ah bah oui, bah à ta place, j'aurais fait la même chose, ou presque, hein, on n'en est pas loin. Donc on l'encourage à parler, parce que nous, notre intérêt, c'est ce qu'ils disent, un maximum de choses pour qu'on puisse le vérifier, pour qu'on puisse l'étayer par des vérifications, et plus il y a de détails, plus on vérifie les choses, et plus aux assises, bah ça sera, ces aveux seront difficilement contestables aux assises. Donc, on a intérêt à jouer ce jeu-là, qui est, oui, c'est un espèce de poker menteur. On n'est pas nous-mêmes, on triche avec nous-mêmes, parce qu'on a beau se dire, c'est un monstre, il n'y a pas de monstre, c'est une erreur ce que je viens de dire. C'est un type qui a commis quelque chose de monstrueux, mais on trouve toujours, et puis c'est ça qui est terrible, vous savez, même chez les pires des tueurs en série, derrière l'acte monstrueux, parce que les actes sont monstrueux, les actes sont inhumains, mais ça reste des humains. Les meurtriers, etc., restent des humains. Il y a une part d'humanité entre eux qui est indéniable.
Vous avez eu d'autres interrogatoires comme ça qui ont été un peu marquants ou perturbants par le manque d'empathie? Toutes les gardes à vue sont marquantes parce que c'est un combat psychologique, c'est un mano à mano psychologique entre quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, de lourd, qui n'a pas envie de le dire, mais qui a besoin de le dire quand même. Et nous, qui sommes confrontés à cette situation, qui n'est pas la nôtre, mais dans laquelle on rentre quand même. Et puis on va rentrer chez nous le soir. Enfin bref, c'est compliqué. Tout ça est très compliqué, c'est perturbant. Oui, bien sûr. Je me souviens d'une affaire où c'est un brigadier de police qui a tué sa compagne gendarme. Cet homme d'une 50aine d'années, qui était brigadier de police dans une BAC à Strasbourg, était tombé amoureux d'une jeune femme qui avait passé le concours d'entrée dans la gendarmerie. Elle avait été nommée à Fleury-Mérogis. Donc lui, pour rester avec elle, s'était fait nommer à Évry, c'est pas très loin de Fleury-Mérogis. Puis il s'était pas retrouvé à la BAC, il s'était retrouvé dans un service du quotidien, ça lui plaisait qu'à moitié, il s'ennuyait un peu. Puis ce type avait 2 enfants qui étaient restés dans l'est de la France. Donc la vie lui était un peu pesante dans cette région parisienne. Il avait 50 ans, cette jeune gendarme avait 22 ou 23 ans. Et puis, il est arrivé ce qui devait arriver, elle a voulu le quitter, et lui, il l'a pas supporté. Alors, il y a eu une dispute un soir, ils habitaient tous les deux dans la caserne de gendarmerie. Il y a eu une dispute un soir, il l'a étranglée, et puis elle est morte, d'étranglement. Et puis, comme il voulait échapper à la sanction, il a découpé le corps dans la baignoire de la caserne de gendarmerie, de son appartement à la caserne de gendarmerie. Il a découpé les mains, il a découpé les jambes, il a découpé la tête. Il est allé enterrer le tronc, les mains, les jambes, la tête, dans la forêt de Fontainebleau. Et quand on l'a interpellé, puisqu'on avait de forts doutes sur lui, la disparition de cette femme gendarme avait été signalée, bien sûr, par ses supérieurs au parquet d'Évry. Et le parquet avait saisi la PJ. Alors c'est toujours difficile pour la police nationale, pour la police judiciaire, d'enquêter dans une caserne de gendarmerie. C'est pas très facile, mais enfin, c'était comme ça. Donc on l'interpelle, cet homme, de retour de son service dans la caserne de gendarmerie. Il arrive en voiture, avec sa voiture. On l'arrête, on le met en place en garde à vue, puis je commence à discuter avec lui, pendant que certains de mes fonctionnaires fouillent sa voiture. Il y en a un qui m'appelle pendant que je parle avec ce brigadier, qui me dit, regardez, il y a un sac dans le coffre de la voiture, il y avait un sac poubelle, entouré de petits sapins avec des déodorants, vous savez, ces petits trucs déodorants. Puis en ouvrant le sac, il y avait la tête de sa compagne gendarme. Il n'avait pas pu se séparer de la tête de sa compagne. Puis ensuite, il nous a emmenés dans la forêt de Fontainebleau, là où il avait enterré le tronc et les membres. C'est dur, ce genre d'affaire. C'est très dur. C'est très dur parce que ce type, il avait tué sous l'effet de la frustration. C'est une frustration qu'il n'a pas su dominer. Alors bien sûr, il a été condamné, je sais pas, mais sûrement lourdement. Il était veuf de son premier mariage. Ses enfants n'avaient plus de maman. Leur père s'est retrouvé en prison. Les enfants sont allés à la DAS. Lui est allé en prison. Et sa jeune ex-compagne a perdu la vie. Le crime, c'est destructeur pour tout le monde. Il y a rien de pire, c'est l'horreur. C'est la destruction aussi bien pour la victime, bien sûr, que pour l'auteur, qui va aller au placard, que pour l'entourage de l'auteur. Si vous imaginez un peu les enfants d'un violeur, les enfants d'un tueur, d'un seul coup, on découvre que son père a commis des atrocités. Mais c'est pour les enfants, ça doit être terrible, et pour l'épouse, c'est terrible aussi, pour tout l'entourage. Le crime, c'est vraiment destructeur pour tout le monde. Est-ce que c'est aussi votre rôle d'annoncer aux familles de victimes Alors, ça peut l'être. À ce cas-là, bien sûr que ça peut l'être. Évidemment que ça peut l'être quand c'est nous qui découvrons le corps, et ça arrive assez souvent qu'on découvre le corps. C'est à nous de prévenir la famille de la victime pour lui dire que, et c'est probablement un des trucs les plus durs qu'on ait à faire. C'est toujours très très difficile. On n'est pas préparé à ça, on ne sait pas le faire. Puis il n'y a pas de
Pas de bonne façon. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon. On peut pas tourner autour. Non, faut dire, votre mari est mort, ou votre enfant est mort, ou voilà, on a dans telle et telle circonstance, on a besoin de vous entendre. Voilà, et c'est très dur, ouais, c'est dur. Ouais. C'est un métier qui est dur. Bien sûr. C'est pas neutre, vous savez, ça peut pas être neutre. Évidemment, c'est sûr. Je reviens, vous avez parlé d'un formateur tout à l'heure dans le cadre de l'affaire Thierry Paulin. Ça arrive souvent, ça, donc, que vous ayez des informateurs. Bon, là, vous parlez d'un cambrioleur, mais bien sûr qu'on a des informateurs. On peut pas faire de police d'enquête, de police judiciaire sans avoir des tontons. Ça s'appelle des tontons, des casseroles, des indiques, des honorables correspondants. On peut les appeler comme on veut. C'est des indicateurs, c'est des traîtres à leur cause quelque part, mais qui nous donnent des renseignements. L'utilité est incomparable, c'est extraordinaire parce qu'ils sont au plus près de l'événement. Et on suit toute l'équipe de manière très précise dans ces cas-là. Je peux vous raconter plein d'histoires d'informateurs, mais c'est compliqué toujours à gérer. Les informateurs, c'est très compliqué à gérer. Parce qu'on sait jamais très bien quel est leur jeu, pourquoi ils balancent. Ça, on le sait pas. On s'en doute de temps en temps. Je vais raconter une histoire. Un jour, j'étais patron de la 4e BT. La 4e BT, c'était le 11e, 12e, 20e arrondissement. Puis un de mes vieux tontons, des vieux informateurs, qui vient me voir un vendredi soir. Il me dit, écoute, il y a une bijouterie à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, qui a été braquée. Je sais où sont les bijoux. Je connais le receleur, je sais qui a les bijoux. Alors, je lui dis, c'est bien, ça, c'est intéressant, mais je vois pas comment on peut faire ça tout de suite, parce qu'il va falloir faire bouger les bijoux, parce qu'on peut pas aller frapper chez quelqu'un, ça suffit pas, on peut pas graver la grande Élie comme ça. On n'a pas le droit. Donc, on va voir comment on s'y prend. Reviens me voir lundi. Il est pas revenu me voir le lundi. Le samedi suivant, le lendemain de sa visite, entre le samedi et le dimanche, je reçois un coup de fil d'un officier de police judiciaire du commissariat de Fontenay-sous-Bois. Il me dit, vous êtes Monsieur Bloch? Oui, je suis Monsieur Bloch, etc. On a arrêté un type qui dit vous connaître. Il venait de braquer un autre homme dans une tour de Fontenay-sous-Bois. Il a une fausse carte de police. Il a un vrai flingue. Il a braqué un type en disant qu'il détenait des bijoux et qu'il voulait lui voler ses bijoux. Et il nous dit qu'il a fait ça sur vos instructions. Selon vos instructions. Ah, mais non, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. J'ai jamais dit à ce type que je connais effectivement de braquer qui que ce soit. Je lui ai jamais donné de flingue. Et je lui ai jamais donné de fausse carte de police. Enfin non, tout ça, c'est pas vrai. Ah ouais, il me dit, mais seulement c'est ce qu'il déclare. Moi, je l'ai pris par PV et j'ai avisé le parquet de Créteil. Ah oui, c'est bien, d'accord. Et avant de m'appeler, vous avez avisé le parquet. C'est très bien, d'accord. Vous avez fait votre boulot très bien. Le lendemain matin, je téléphone au parquet de Créteil. J'ai un substitut du procureur et je lui explique les choses. Je lui dis, bon, bien sûr, c'est quelqu'un que je connais. Il m'a effectivement parlé d'un receleur qui habitait à Fontenay-sous-Bois. Maintenant, il dit qu'il est allé le braquer sur mes instructions. Vous doutez bien que c'est pas vrai, que je lui ai pas filé de flingue, pas de carte de police, rien du tout. C'était pas du tout comme ça que je comptais m'y prendre. Et puis je pense, je lui dis, ce serait bien de servir, peut-être de saisir un autre service, peut-être que le commissariat de Fontenay-sous-Bois peut pas. C'est un peu compliqué pour ce service qui est un service du quotidien. Donc le parquet saisit la BRB, la brigade de recherche, la brigade de répression du banditisme, qui récupère mon informateur, mon indique, qui continue à dire qu'il a fait ça sur mes instructions, etc. Mais là, quand même, il y a un certain nombre de contradictions qui apparaissent, puisque on arrive à trouver la provenance du flingue, il vient pas du tout de mon service, il vient pas du tout, etc. Bref. Bon, tout ça a été à peu près établi que effectivement, c'est un informateur, ça apparaît dans la procédure, qui voulait me parler de cette affaire, mais il a anticipé un certain nombre de choses, il est allé lui-même, de son propre chef, braquer ce receleur. Il y a une instruction d'ouverte, je suis entendu par la juge d'instruction, qui me croit qu'à moitié, mais ça c'est pas grave, il me croit qu'à moitié, bon. En fait, ce que voulait faire ce beau voyou, parce que c'est un beau voyou, cet informateur, il voulait, dans un premier temps, braquer ce receleur, prendre les bijoux, ensuite les revendre à un second receleur,
donc prendre de l'argent, et ensuite me balancer ce second receleur. Okay. Donc je faisais une affaire de police judiciaire, lui avait pris de l'argent dans la transaction. C'est pour ça, les informateurs, c'est toujours très compliqué. On ne sait pas quelles sont leurs motivations profondes. Lui, là, c'était se prendre un paquet de pognon en piquant les bijoux, en les revendant à un receleur, puis ensuite se mettre bien avec moi en me disant je t'ai fait faire une belle affaire. Il jouait sur 2 tableaux, c'était super bien. Ça a foiré. Il est parti au placard, et en sortant du placard, il vient me revoir en me disant écoute, j'ai un super truc, un braquage, je sais plus quoi, etc. Mais j'ai 2 copines en Bretagne qui voudraient venir travailler dans le bois de Vincennes. Travailler dans le bois de Vincennes, c'est-à-dire se prostituer. Je lui dis non, écoute, ça va, stop, on arrête là, on ne se connaît plus. J'ai eu chaud aux plumes. Tu t'en es pas mal tiré sur l'histoire du braquage. On cesse on se voit plus. Voilà, ça s'est terminé là. On va revenir aussi sur la traque d'Action Directe. On en a un peu parlé au début. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer rapidement de quoi il s'agit, ce qu'est Action Directe et le rôle que vous avez joué dans cette traque? Alors Action Directe, c'est un groupe de jeunes gens à l'époque qui avaient été, c'était des gens, des gauchistes, des gens de gauche, d'extrême gauche. Rouillant est un homme du sud-ouest de la France à l'origine, qui avait vécu en Espagne et qui avait été révolté par le garrotage de Puy-Gantiche. Puy-Gantiche était un opposant espagnol au régime de Franco. Et le régime de Franco, il n'y avait pas de main morte. Quand quelqu'un était condamné à mort, il était garrotté, c'est-à-dire tué avec un garrot. C'est une mort lente, c'est une mort terrible. Enfin, donc il avait été révolté par il avait fondé un groupe qui s'appelait les Guerriers, etc. Un groupe révolutionnaire. Au début, ce groupe révolutionnaire s'en prenait, qui est devenu Action Directe, s'en prenait à des objectifs matériels, notamment je sais pas pourquoi, des trucs de l'OTAN, des trucs des banques américaines, des anciens trucs militaires de l'OTAN, etc. Ils avaient été arrêtés en 79 parce que après une enquête des renseignements généraux, et puis en 81, quand il y a eu l'élection de François Mitterrand, il y a eu une loi d'amnistie, comme il y en a souvent quand c'était à l'époque, c'était assez courant, hein, quand il y avait l'élection d'un président de la République, il y a eu une loi d'amnistie qui amnistiait un certain nombre de personnes, et là, il s'est trouvé qu'Action Directe rentrait dans le cadre de cette loi d'amnistie, et donc Rouillant, Ménicon, tous ceux qui avaient été arrêtés en 79 ont été libérés, se sont retrouvés dehors. La gauche s'était dit qu'ils allaient se calmer, qu'ils allaient rentrer dans le rang, etc. En fait, pas du tout. Ils ont continué leurs actions terroristes et ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont même montés en puissance. Non seulement ils s'en prenaient à des objectifs matériels, mais ils s'en sont pris à des objectifs humains, des personnes humaines. Ils ont agressé des personnes humaines, ils ont tué des flics. Donc on a été chargé de les retrouver. Ils ont notamment, on s'en doutait, c'était pas établi à l'époque, tué 2 gardiens de la paix avenue Truden, dans le 9e arrondissement de Paris. 2 gardiens de la paix, 3 gardiens de la paix, plus exactement, avaient repéré le manège d'un certain nombre de 3 personnes qui se baladaient avec des sacs lourdement chargés. Ils pensaient que c'était des cambrioleurs. Ils ont voulu les interpeller. Et ces pseudo-cambrioleurs se sont retournés avec des armes à la main, ont abattu 2 des gardiens. Il y avait les Gondry et Caillola, le brigadier Gondry et le gardien Caillola. Ils ont été abattus, et puis un 3e gardien a réussi à échapper à leur tir. Au début, il n'y a pas eu d'identification, et puis on a identifié que c'était des gens d'Action Directe et qui avaient notamment Régis Fleischer dans cette équipe, avec Joël Aubron, etc. Donc on est chargé de récupérer de retrouver tout le monde. On fait des filatures, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que ces gens d'Action Directe, ils sont pas idiots. Ils savent qu'ils peuvent être surveillés, ils prennent des précautions invraisemblables pour éviter les filatures. Si vous voulez, quand ils se déplacent dans Paris et quand ils veulent avoir un contact avec quelqu'un, et qu'ils veulent protéger ce contact, ils sont capables de prendre le métro, l'autobus, un taxi, marcher, etc. Enfin, traverser une église, un cimetière, un supermarché, tout ça pour détecter ou perdre d'éventuelles filatures. Alors quand on prenait un type en surveillance, on pouvait être 20, 25 derrière, pas en queue leu, mais et le soir, si on arrivait
à être un ou deux encore à savoir où c'était déjà, c'était pas mal. Et on n'avait pas de moyens techniques à l'époque, il n'y avait pas de moyens techniques, on n'avait pas de radio cryptée. Ils avaient des scanners, ils entendaient nos fréquences radio. On n'était pas équipés, on n'avait pas du tout les moyens dont on dispose aujourd'hui, loin de là. Tout reposait sur l'adresse des humains, enfin l'habileté des fonctionnaires. Donc on y arrive plutôt pas mal. On arrive à détecter dans un premier temps une cache d'armes, à arrêter 2 types. C'était une cache c'était avenue Général Leclerc, au 99 avenue Général Leclerc, dans les parkings souterrains. Il y avait des pistolets mitrailleurs, il y avait pas loin de 100 kilos de dynamite, il y avait des grenades, il y avait un tas de trucs. Tant et si bien que, je me souviens le titre d'un journal, Action directe démantelée. Non, c'est pas parce qu'on a arrêté 3 types d'action directe avec des explosifs qu'on a démantelé Action directe. Et la preuve, c'est qu'après, ça a continué, etc. Mais enfin, c'était un beau succès pour la BRI. Et quelque part, ça a permis de dire aux autorités, c'est le bon service pour traquer Action directe. C'est eux et on a continué donc à travailler sur Action directe, alors que c'était pas des gens. Si vous voulez, aussi bien on connaissait le banditisme, on connaissait les voyous, leur nom, quand on voyait quelqu'un, on savait qui c'était. Les gens d'Action directe, on ne savait pas qui c'était. C'était pas notre objectif initial. Donc, on avait besoin des renseignements généraux pour identifier les gens. On comprenait pas bien la manière dont ils fonctionnaient. C'est pas facile. Il a fallu qu'on découvre tout ça petit à petit, jusqu'au moment où, après une longue filature, très longue, puisqu'on est parti de Paris, on est allé jusqu'à Strasbourg. À Strasbourg, là, ils étaient allés en train. C'était la maman, Eliette Bess, qui avait pris le train, qui avait rendez-vous avec eux à Strasbourg. Elle a été embarquée en voiture à Strasbourg. Ils sont partis en Allemagne. On les a suivis en Allemagne. On n'a pas le droit d'y aller à l'époque. Les accords de Schengen n'existaient pas, etc., etc. On s'est retrouvés à Avignon, finalement. On est passé Paris, Strasbourg, l'Allemagne. On est passé par le Luxembourg. Ils sont arrivés à Avignon et c'est là où on a pu arrêter Schleicher, Eliette Bess, etc., dans de bonnes conditions à Avignon. Ils s'étaient enfouraillés, c'est-à-dire armés comme des porte-avions. Les choses se sont bien passées, mais c'est un peu... On a eu un peu de chance, enfin oui, il fallait avoir un peu de chance pour que ça se passe bien. C'est des gens extrêmement dangereux qui n'hésitaient pas à tirer sur... ça s'était vu avenue Truden, ils avaient tiré sur les gardien de la paix qui avaient essayé de les interpeller. Ils n'hésitent pas à tirer sur les flics ou les gendarmes qui essaient de les interpeller, etc. Les choses se sont bien passées, voilà. Puis après, Rouillan, Ménigon ont été arrêtés dans une ferme à Vitry-aux-Loges, voilà. C'était la fin de l'Action directe. Mais ça a été une longue histoire. D'abord pour la BRI, ensuite pour le RAID qui est né un peu de la BRI. Ça a été une longue histoire, oui, compliquée, très compliquée. Le terrorisme, c'est des affaires très compliquées, oui. Vous parlez de la différence de moyens techniques entre à l'époque où vous exerciez et maintenant. Donc vous, avec votre recul et votre expérience, quel regard vous portez sur la profession maintenant? Moi, j'ai eu la chance de connaître les 2 époques de la police. Une police très artisanale jusque dans les années 85, la création en 85 de la police technique et scientifique, l'arrivée de l'informatique dans les services de police qui a complètement bouleversé tout, changé tout, puisque grâce à l'informatique, on a pu faire des gros fichiers nationaux, on a pu faire des recoupements entre diverses affaires. Si vous voulez, il y a des logiciels qui permettent de faire des recoupements. C'est le début de l'intelligence artificielle, quelque part. Les moyens radio ont été sophistiqués, les moyens radio sont informatiques. Avant, ils étaient pas informatiques. Tout ça a évolué considérablement. Et puis, donc, si vous voulez, il y a une aide technique qui permet de faire des filatures à distance. On peut placer des petits émetteurs sous une voiture et la suivre à distance. On place des caméras à l'époque. Jusqu'en 85-90, ça n'existait pas, tout ça. Ça s'est développé petit à petit. Il n'y avait pas de téléphone portable. On ne pouvait pas communiquer entre nous par des téléphones portables. On avait des radios, mais notre système radio, par exemple, nous ouvrait que Paris, la région parisienne. Dès qu'on était en province, ça marchait plus. Etc. Enfin, donc, j'ai connu cette époque très artisanale où tout était basé sur l'adresse des humains, sur l'habileté des hommes et des femmes qui travaillaient, surtout des hommes, parce que
La police était, dans cette première époque, elle n'était pas féminine du tout. Moi, je suis rentré en 70 dans la police. Dans les affiches des commissariats, c'était marqué un métier d'homme. C'était la tête d'un homme. Il n'y avait pas de femmes dans les services. Les femmes sont arrivées dans les services de police que dans les années 80-85. Hein. C'est pas si vieux que ça. Donc, une police masculine, artisanale, puis qui a évolué petit à petit vers une police plus technique, plus scientifique, plus rationnelle probablement. En contrepartie, peut-être que l'apport de la technique a fait perdre un certain nombre de comportements un peu qui venaient justement de l'expérience, de l'adresse de terrain. À force de faire des filatures, on devient adroit. Quand c'est des caméras qui font les filatures à la place des humains ou des puces, enfin des petits émetteurs, ben on perd l'habitude d'en faire. Et moins on en fait, moins on sait en faire. Bon, il y a probablement une déperdition d'un côté, un gain en technique et une petite déperdition d'une certaine manière en technique humaine, en moyen humain, ouais, c'est pas impossible. Mais moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. C'est chaque période assez différente, c'est des évolutions. Quand j'étais commissaire de police, on parlait pas d'heures supplémentaires, on parlait pas de temps, on parlait pas de gestion du temps. C'est quand j'étais directeur à Versailles, c'est là où j'ai vu apparaître les premières demandes de comptabiliser des heures à la police judiciaire. Pour nous, c'était une révolution, pour nous les plus anciens. C'était une révolution totale, on comptait pas nos heures, on savait pas ce que c'était, à quel moment on travaillait pas, la nuit, le jour, on savait pas très bien. Tout ça a été mélangé. Aujourd'hui, les heures sont comptées, les heures sont, voilà, c'est beaucoup plus rationnel, c'est beaucoup plus, les gens préservent plus leur vie de famille qu'on ne le faisait. Les gens ont probablement des vies plus saines que celles qu'on avait. Oui, c'est des changements, il y a eu plein de changements. Mais c'est normal, je crois que c'est vrai dans tous les métiers, c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour un tas de choses. Vous avez des sources d'informations grâce à Internet que vous n'aviez pas il y a 20 ans. Nous aussi, on a Internet, ça a complètement bouleversé notre profession. La cybercriminalité, moi je l'ai vu naître, ça n'existait pas quand je suis rentré dans la police, bien évidemment, puisqu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Tout ça, je l'ai vu arriver. Et j'ai eu la chance de vivre tout ça, d'ailleurs. De vivre ces grands bouleversements, ouais, ces grands changements, ouais, c'est une chance. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon enquêteur? Quelles sont pour vous les principales qualités qu'un enquêteur devrait avoir? Alors, c'est la diversité qui fait un bon service. Parce qu'il n'y a pas un bon enquêteur ou un mauvais enquêteur. C'est des équipes. Et l'art d'un chef de service, c'est ce qui me plaisait beaucoup, c'est d'associer des gens qui ont des qualités différentes, qui ont des tempéraments différents. Il y en a qui sont des bons informaticiens, d'autres des meilleurs chiens de chasse sur le terrain, d'autres, etc. Essayer de faire avec tous ces gens très différents, et les gens sont toujours très différents, c'est ça la richesse humaine, faire des équipes très cohérentes, avec des gens différents, faire quelque chose de très cohérent, de très soudé, des équipes qui peuvent aller au bout du monde et même au-delà, et c'est passionnant. Et j'ai vécu ça pendant près de 40 ans avec des gens extrêmement attachants, qui sont prêts à plein de choses, même à risquer leur vie, même à mettre leur vie en danger pour résoudre une affaire, pour faire cesser une prise d'otage, pour arrêter quelqu'un, ouais. Vous savez, quand le travail de groupe, c'est ça la force de nos services. Je crois que c'est le groupe, c'est pas l'individu, c'est le groupe qui compte avant tout. Et le groupe, c'est un peu la hiérarchie que de le créer, ça peut se casser la gueule très vite. C'est long à se faire, c'est long à se former, parce qu'il faut que les gens s'habituent les uns aux autres, se fassent confiance les uns aux autres. Puis il suffit d'un petit truc, il suffit de pas grand chose pour que la mécanique s'enraye, pour qu'il faille réadapter tout ça. Faire attention, c'est fragile, tous ces fonctionnements qui sont basés sur l'humain sont fragiles, ouais, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui vous avez écrit plusieurs livres sur votre expérience, notamment le dernier. Pourquoi ça a été important pour vous de raconter votre parcours et votre carrière? Alors si vous voulez, ça n'a pas commencé par l'écriture de livres. Quand je suis parti à la retraite, c'est pas moi que je suis parti, on m'a fait partir à la retraite, parce que il y a un âge, à mon époque c'était 61 ans,
On est comme les conserves, il y a une date de péremption, j'étais atteint par la date de péremption, j'étais plus bon à rien, voilà, c'est fini, bon, on me dit au revoir. C'est un peu difficile d'ailleurs. Puis la chance a voulu que Arnaud Poivre d'Arvor cherche quelqu'un pour faire une émission de télé qui s'appelle Non Élucidé. On s'est rencontrés, ça a bien collé entre nous, même très bien. On a fait un premier essai d'émission qui a bien marché. France 2 a dit ça marche bien, le duo marche bien, donc on a fait une première émission, et puis après on en a fait 70, ce qui est quand même pas mal. Et c'est dans cette équipe de Far West, puisque la maison pour laquelle je travaillais, pour les faits de la télé, s'appelle Far West Productions. C'est un de mes amis qui s'appelle Rémi Chancet, qui m'a dit, voilà, bah écoute, j'aime bien écrire, et j'aimerais bien écrire un bouquin sur ta vie dans la police, sur ta carrière dans la police. J'ai réfléchi un peu, je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, mais je vais l'écrire avec toi, alors, dans ce cas-là. Je peux pas écrire sur moi-même, parce que c'est difficile d'écrire sur moi-même. Donc, tu vas écrire, mais je vais te raconter, tu vas mettre en forme ce que je te raconte. Donc, on s'est vu pendant 6 mois. Alors, on a d'abord trouvé un éditeur. Ça a été extraordinaire. On a envoyé un mail au Cherche Midi. On a eu une réponse le lendemain. Ils nous ont dit, OK. On n'avait pas écrit une ligne, hein. Donc, on a rencontré le directeur du Cherche Midi, le directeur de collection. C'était OK pour le bouquin. Donc, il fallait le faire parce que là, on avait un contrat. Donc, on s'est vu ensuite, Rémi et moi, on se voyait toutes les semaines. Je lui racontais des tranches de ma vie, il écrivait, il m'envoyait ce qu'il avait écrit, je corrigeais, etc. C'était assez sympa. Moi, ça m'a permis de remettre à plat toute ma vie policière, parce qu'on s'aperçoit que il y a des événements qu'on exagère, d'autres, etc., qu'on met mal dans le temps. Ça m'a permis de remettre tout ça à plat et de faire une sorte de bilan. Non, voilà, finalement, c'est positif, c'est négatif, c'est quoi? Alors finalement, c'est plutôt positif. Il y a pas de chose qui m'empêche de dormir, quoi. J'ai pas de couronne à porter sur la tombe de certains de mes collaborateurs parce que j'aurais pris une mauvaise décision, etc. Non, il y a pas ça. J'ai gardé des très bonnes relations avec quasiment tous les fonctionnaires avec lesquels j'ai bossé. On se voit une fois par an, on se fait un banquet un peu comme les Gaulois, vous savez, comme Astérix, les banquets annuels, où il y en a qui chantent, etc. On a du plaisir à se revoir, c'est un métier où on est très liés les uns aux autres. Je crois qu'on est face au danger, ça relie très fort les hommes, on est très solidaires les uns des autres. Donc j'ai écrit ce bouquin avec Rémi a écrit, moi aussi. Ça m'a permis de faire un bilan, c'était plutôt pas mal, voilà, moralement, c'était bien. Ce bouquin a été publié, il a bien marché, il s'est bien vendu, j'ai fait un tas de salons du livre, c'est plutôt sympa parce qu'on rencontre un tas d'auteurs, un tas de gens que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer autrement, des écrivains connus, etc. C'était sympa. Puis après, on m'a demandé au cours d'un salon du livre d'ailleurs, c'est une éditrice de chez Pocket, qui m'a demandé est-ce que vous voudriez bien écrire des petits polars courts. J'ai dit ok, pourquoi pas. Puis j'ai refait ça avec Rémi. On a pris des affaires sur lesquelles je n'avais pas travaillé là, des affaires qui avaient été qui avaient fait l'objet d'émissions télévisées, mais pas non élucidées. On a pris une autre émission faite par Far West, ça s'appelle Indice, c'est l'émission Indice. Et on a pris un certain nombre d'affaires d'Indice et on les a transcrites dans des petits livres qui font 200 pages, 250 pages. Ça se lit assez vite et on fait vivre on a écrit ça comme des polars, ces affaires réelles traitées comme des polars. Là aussi, ça a bien marché. On s'est bien, c'était sympa d'écrire ça, voilà. Donc, si vous voulez, la télé m'a amené un peu à l'écriture. Voilà. C'est le chemin, c'est pas l'écriture qui m'a amené à la télé, c'est la télé qui m'a amené à l'écriture. En général, on passe de l'écrit au visuel, on est passé du visuel à l'écrit. Et vous êtes également président du festival 22 V'là Polar. Ouais, alors ça, c'est une autre idée. Ouais. Justement, après avoir fait ce métier pendant 40 ans, après avoir fait un peu de télé, même pas mal de télé, parce qu'on a fait 70 émissions, ça a duré pendant 15 ans, non élucidé, c'est pas mal, hein, c'est une belle durée pour une émission télé. Je me suis dit, c'est un peu con. On parle bien de la médecine à la télé, on parle bien, etc. Les gens connaissent pas du tout la police, la justice, ils savent pas comment ça marche.
La télé traite souvent pas très bien ces histoires-là. On parle du factuel, mais on parle pas de la réalité de nos métiers, on parle pas de la difficulté de nos métiers. Et j'ai eu l'idée de faire se rencontrer à Pornic, là où j'habite maintenant, à la fois des écrivains de polar et des magistrats, des flics, des avocats. C'est une confrontation entre la fiction et la réalité, le réel et le fictif. Dès la première édition, ça a bien marché. Il y a du monde qui est venu. Puis ce festival que j'ai appelé 22 v'là le polar, 22 v'là les flics, 22 v'là le polar, a pris de l'importance. Alors il y a des auteurs de polar qui viennent signer leurs bouquins, des dédicaces comme dans tous les salons du livre. Mais c'est pas l'essentiel. À côté de ces dédicaces, il y a des conférences qui sont faites par des vrais professionnels de la police, de la justice. C'est pas des faux experts. C'est des vrais juges, c'est des vrais flics, c'est des vrais médecins légistes, c'est des avocats, des vrais avocats qui viennent parler de leur métier, de la difficulté de leur métier. À côté de ça, il y a des films aussi. On passe des films. Et puis, depuis 3 ans maintenant, on fait une pièce de théâtre. La première, c'est une pièce que j'ai écrite à partir d'un bouquin que j'avais écrit. C'était la reconstitution sur scène d'un procès d'assises. Et ça a marché très très bien. Les jurés étaient tirés au sort parmi les spectateurs de la salle de théâtre. C'est une salle de 250 personnes. Et ça a marché. On a reconstitué ce procès sur une scène de théâtre. Pas une mouche ne volait. Enfin, ça a été. J'étais impressionné par le succès, enfin, par l'intensité dramatique que ça a procuré. Les assises, ça. Je suis beaucoup passé aux assises. Vous savez, quand on est flic, on est appelé comme témoin aux assises. Les assises, c'est quelque chose de vachement important parce qu'on s'adresse à des jurés qui ne connaissent pas du tout cette affaire, qui savent pas du tout pourquoi celui-là est dans le box, pourquoi, etc. Il faut leur expliquer tout ça. Donc c'est ce qu'on a refait sur scène, c'est ce que j'ai connu un peu dans ma vie là aussi, ce procès d'assises. C'est un beau, c'était un beau moment de théâtre. Ouais, c'était super bien de mélanger. Alors il y avait quelques acteurs amateurs. Le président des assises, c'était un ancien magistrat. Enfin, les avocats, c'était des vrais avocats. Enfin, bref, il y avait un mélange de vrais, d'acteurs. Enfin, voilà, ça marche très, très bien. Ça a marché très, très bien, en tout cas. Voilà, donc ce festival, ça fait maintenant, cette année, c'était la 7e édition. Cette année, le thème central, parce qu'il y a un thème central tous les ans. L'année dernière, c'était les prisons. Cette année, c'était les victimes. Une année, c'était les assises. Une année, etc. Ça attire plein de monde. Les gens sont curieux de découvrir un peu tous ces métiers, toutes ces histoires qui sont des histoires du quotidien, parce que ce sont des histoires du quotidien. La police, la justice, elle traite aussi bien du trouble de voisinage que du tueur en série. La police, la justice, c'est un peu la médecine d'un corps social qui est plus ou moins malade. Et d'ailleurs, il y a des parallèles entre la police, la justice et la médecine. Il y a tout un premier niveau, les médecins de quartier, qui traitent des maladies les plus banales. Dans la police, la justice, il y a aussi un premier niveau, que sont les commissariats de quartier, que sont les brigades de gendarmerie qui traitent le quotidien de la délinquance. Et puis, il y a des maladies plus graves, que sont les cancers, etc., qui sont traités par des services spécialisés. Et en ce qui concerne la police, c'est pareil, il y a des crimes, il y a des trafics de stupéfiants, etc., qui sont traités par des services spécialisés. Et puis, de temps en temps, dans les affaires les plus graves, faut garder la chambre. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand on est délinquant, on va en prison. Seulement la grosse différence, c'est qu'en général, quand on sort de l'hôpital, on sort en meilleur état que quand on y est entré. Quand on sort de prison, on sort en plus mauvais état que quand on est entré. Donc il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Il y a plusieurs problèmes auxquels on réfléchit pas. On traite au quotidien la délinquance, on essaie de la traiter, on essaie de la maintenir à un taux acceptable, parce que c'est ça l'histoire. Ça sera jamais réduit à zéro. Jamais on réduira la délinquance à l'état zéro. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de société non délinquante. La société elle-même crée la maladie, crée la délinquance. Ça, il n'y a pas de... Seulement, le tout, c'est de maintenir ça, aussi bien pour la maladie que pour la délinquance, d'ailleurs. Quand il y a une épidémie comme le Covid, on voit que ça empêche toute vie sociale. Tout le monde reste à la maison. Et s'il y avait une délinquance qui montait au-delà d'un certain seuil, les gens n'oseraient plus sortir, n'oseraient plus avoir des activités normales. Donc le tout, c'est de maintenir tout ça
à des niveaux socialement acceptables. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur la chaîne du Nouveau Détective.